Warren Buffett, et d'ailleurs ça lui venait de Benjamin Graham qui était son mentor, il prenait toujours une grosse marge de sécurité par rapport à ses investissements parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. Donc si tu penses que tu es sur une bonne opportunité, challenge-la un peu pour voir, ouais mais mettons que ça, et mettons qu'il n'y a rien qui va, est-ce que ça reste quand même une opportunité un peu intéressante? Et ça permet du coup, et ça fait le lien, évaluer un risque tout seul, c'est pas intéressant. Il faut que tu l'évalues par rapport à son opportunité. Et est-ce que le risque, il est asymétrique par rapport à ton opportunité? Tu te dis, ok, mais l'opportunité, c'est quoi tout ce que tu as mis en place, François? Tu dis, bon, ben, l'opportunité, c'est la liberté financière. Ok, bah déjà, là, je suis sur une opportunité d'envergure qui me donne envie de prendre un risque parce que c'est important pour moi. Et après, tu dis, bon, bah, mettons que effectivement mon bien immobilier, allez, je prends un cas extrême, la moitié du temps, je le loue pas. Ou mettons que j'arrive jamais à le louer. Bah, si je le revends, mais juste sur la valorisation du bien et des travaux que j'ai fait dedans, est-ce que au moins, à minima, je récupère ma mise? Et en fait, en créant ce décalage-là comme ça, bah, tu t'assures que le pire scénario, je suis bien. Scénario médian, ça me convient. Et top scénario, parce qu'il y a des coups de chance aussi dans la vie, et ben là, je me mets très très bien. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Balado 3.0. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, bien comme d'habitude, Christian et François me rejoignent pour un nouvel épisode. Comment ça va les gars? Coucou Julien, super. Ça va? Salut toi. Oui, très bien, merci beaucoup. Alors, comme vous voyez aujourd'hui, je suis dans un studio. Je mets en avant le logo Balado 3.0. Et je remercie Flo d'ailleurs qui est derrière la caméra à la technique. Merci Flo d'avoir organisé tout ça. Alors aujourd'hui, on va, comme on l'a dit lors de l'épisode précédent, utiliser le modèle que on avait l'habitude nous-mêmes d'utiliser dans nos masterminds. Et voilà, donc de cette façon, ça va donner un petit peu, je pense, de rythme à l'épisode. Alors j'espère que ça vous plaira. Je vais faire tout de suite un appel à l'action. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien c'est le bon moment de le faire. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sous chaque vidéo parce qu'on prend vraiment le temps de lire chacun de vos commentaires et de vous répondre. Donc profitez-en. Si c'est des questions, des sujets que vous voulez qu'on aborde, on sera très content de le faire. Alors on va faire un petit tour de table pour commencer et ensuite on attaquera sur le sujet du jour et c'est Christian qui nous a préparé quelque chose. Alors je tease, on va parler de la peur aujourd'hui. J'ai hâte de voir Christian comment tu vas aborder ce sujet-là. Mais donc, commençons par un petit tour de table. Comment ça va? Comment ça s'est passé votre semaine? François, si tu veux ouvrir. Commencer? Yes, moi plutôt bien. Ça sera dans le coup de gueule, donc je vais pas parler de ça. Non, pas tout. Je vais parler de la partie qui m'occupe en ce moment, c'est la remise en location de mon appart. Voilà, donc j'ai 2 locataires qui sont partis, puis il faut que je retrouve des locataires. Qui donc sont on partis? s'occupe. Oui, parce que c'était la fin de les... Non, même pas, c'était des jeunes actifs. Alors, en fait, on a eu un souci, c'est que la première année, on a eu pas mal de jeunes actifs. On a été obligé en fait de combler parce qu'on était un peu en retard dans notre mise en location. Et là, on le voit cette année, en le mettant un peu plus tôt, on a des retours de par notre réseau qui va beaucoup plus... Enfin, ça va beaucoup mieux. Je pense qu'on devrait pouvoir le remplir là d'ici fin de semaine ou semaine prochaine. Donc, voilà, c'est cool. Ok. Parfait, donc tu as été bien occupé avec ça. Christian, de ton côté? Beaucoup, là, mon activité salariale, bien forcément. Par contre, j'étais content, j'ai retrouvé un petit entrain, là, je me commence à me remettre à préciser certaines choses, notamment, là, je me repenche sur un angle qui est très important dans le marketing, c'est la création d'offres. Et je sais que, en fait, il y a peu de gens qui le traitent et qui le traitent bien, parce que c'est pas évident et ça demande beaucoup de compétences pour pouvoir faire une belle offre en fait. Et en vrai, de ce que j'ai eu comme retour, moi je suis pas non plus un grand spécialiste en marketing, tu peux avoir un très mauvais copywriting, tu peux être très mauvais sur plein de choses, si tu as une bonne offre, elle se vendra de toute façon. Et bien souvent les gens pensent que le problème va être sur le tunnel ou sur plein d'autres choses, et en fait bien souvent c'est l'offre qui est pas juste. Et donc là, en l'occurrence, j'ai voulu creuser un peu ce sujet-là et casser un peu ce dilemme de être soit sur une offre qui est hyper alignée, mais qui va pas être sexy et qui va pas vendre, parce que voilà, on l'a pas pensé de façon à ce qu'elle s'achète, ou inversement, on va faire un truc hyper sexy pour le marché, mais par contre, on n'est plus aligné en fait, parce qu'on se reconnaît pas dans l'offre. Et je pense que c'est hyper important
qu'on arrive à trouver finalement cette offre qui soit pleinement alignée et en même temps désirable pour la personne qu'on cible. Et c'est la différence entre faire une offre comme ça qui s'adresse à tout le monde et qui va être plus une commodité. Et à ce moment-là, ça va être un peu comme un Airbnb. On va le choisir parmi plein d'autres et puis on va regarder finalement le prix. S'il y a même résultat obtenu, finalement c'est le prix qui va faire la différence. Par contre, si on arrive à être vraiment quelque chose d'unique sur le marché, bien ça fera une différence. Peut-être ça va être une expérience, une cabane dans les bois, etc. Et donc là, tout de suite on sort de la masse. Donc je reviens un peu là-dessus parce que je sais qu'on en aura besoin pour nous et puis pour Renaissance, etc. Donc je voulais vraiment recreuser ça parce que c'est peut-être un point sur lequel je me suis pas assez appesanti. Donc voilà, c'est un peu ce qui m'a occupé cette semaine. Cool. Moi, de mon côté, j'ai été quand même assez actif dans mes lectures. J'avance sur pas mal de livres là, sur le sujet du trading, en fait. Et comme vous savez, je suis en train de préparer un petit e-book qui va traiter du sujet, donc que je vais appeler le léger avantage. Donc, j'ai passé pas mal de temps à ramasser des citations, structurer un petit peu l'e-book, comment je veux aborder tout ça. Et ce que je réalise, en fait, c'est que tu peux résumer finalement en peut-être un chapitre, je pourrais donner une stratégie qui est gagnante. Mais derrière, en fait, il faudrait que j'écrive 10 chapitres pour donner le bon mindset aux personnes pour croire assez dans cette stratégie-là et l'appliquer de façon régulière. Et en fait, c'est ça qui est intéressant avec le trading. Et quand on voit les offres qui sont aujourd'hui, tu vois, en ligne là-dessus, c'est tout le temps, justement, comment développer une bonne stratégie, tu vois, avoir les bons signaux, quels sont les bons indicateurs. C'est tout, finalement, ce qui touche au domaine du contrôle. Je peux contrôler ces aspects-là. Et en vérité, c'est peut-être seulement 10% du travail. Et les 90% restants, c'est beaucoup plus difficile, en fait, d'écrire là-dessus parce que c'est du mindset, c'est... moi, je vais amener beaucoup de données, en fait, de données de statistiques pour que les gens se rendent compte, si ça a marché autant de fois sur de grandes périodes, en fait, tu montres la robustesse d'une stratégie. Quand tu es convaincu de cette stratégie-là, après, tu peux avoir le nerf de la mettre en place et de la conserver assez longtemps pour qu'elle puisse exprimer son espérance de gain. Donc, c'est pas mal. Ça va être un défi, je pense, dans l'écriture. Mais pour l'instant, au moins, je suis en train déjà de préparer, la structure de ça. Sinon, j'ai fait pas mal de trades aussi sur mon compte de crypto. Et on a d'ailleurs tourné tout à l'heure avec Flo un nouvel épisode du 20X Challenge qui va être publié sur la chaîne. On a mis à jour nos portefeuilles, ce qu'on a fait un petit peu. Et on a discuté un peu d'ailleurs j'ai fait référence à l'épisode où on avait parlé de à quel chiffre, en fait, on considère qu'on a réussi, puis on va être un peu plus, on va dire, relax, ou est-ce qu'on continue de performer tout le temps. Donc, on a un petit peu abordé cette thématique-là aussi dans l'épisode. C'était assez intéressant, donc j'invite les auditeurs à aller écouter cet épisode si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà pour le tour du table. Alors, on va attaquer le sujet du jour. Christian, qu'est-ce que tu nous as préparé ? Alors, en fait, je voulais qu'on s'attarde un petit peu plus sur les émotions et principalement cette notion de peur, peut-être même aussi de doute. C'est un peu lié, on va le voir, qui peut venir un peu nous perturber dans l'atteinte d'une réussite. Que ça soit dans l'investissement, que ça soit même dans l'entrepreneuriat. On le sait, alors peut-être là je vais plus m'appesantir sur l'investissement, mais je pourrais faire de temps en temps quelques petits parallèles, quelques exemples pour que vous puissiez ce que je veux dire, mais on a tous vécu, alors si vous avez investi en tout cas, que ce soit dans des actions, peut-être encore plus dans les crypto-monnaies, on le sait, c'est volatile, c'est un marché, un investissement qui est, et justement c'est vraiment un peu pour ça qu'on y va, c'est pour avoir justement cette volatilité. D'ailleurs, même quand c'est plus volatile et que ça commence à stagner, les gens vont sur plutôt les mêmes coins pour aller justement chercher cette volatilité ou cette dopamine, parce qu'il y a une forme aussi, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de s'auto-observer par rapport à ça. Donc des fois, en effet, on va avoir un actif sur lequel on va avoir investi, Bitcoin, Ethereum, peu importe, ou d'autres crypto-monnaies avec des plus petites market cap. Et puis ça a monté, puis tout d'un coup, boum, on sait pas trop pourquoi le marché ça dévisse et puis ça commence à corriger et puis on va avoir les prix qui vont commencer à chuter. Et là, il peut y avoir en effet des émotions qui sont tout à fait normales, qui arrivent. Ça peut être la peur de tout perdre, ça peut être des personnes peut-être qui sont rentrées là juste sur ce bull run là.
Peut-être que certains d'entre vous se disent, bah voilà, peut-être je vais tout perdre, peut-être je me suis trompé, peut-être j'ai fait une erreur. Et c'est là qu'arrivent toutes ces questions, ce doute, ces peurs qui peuvent venir nous handicaper d'une certaine façon. Donc, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai suffisamment investi quand j'étais en bas? Est-ce que j'ai suffisamment pris? Ou, vous voyez, c'est toutes ces questions-là qu'on peut se poser. Et finalement, ce qui est intéressant à observer, c'est que il peut y avoir un peu comme un effritement de notre confiance. Et c'est ça qui est intéressant. Alors qu'en vrai, on parle d'un prix sur un investissement. C'est-à-dire que, oui, peut-être que globalement, ce qui a réellement changé, c'est peut-être un retracement de 10, 15, admettons 30%. Mais en vrai, dans l'absolu, si vous avez peut-être fait une augmentation de 80% depuis le début, en vrai, ça représente pas non plus énormément, mais on va avoir tendance, et c'est normal, on est des êtres d'émotion, à mettre plus en avant le côté négatif que le côté positif. Et on peut se retrouver finalement dans une forme de... Ouais, c'est ça, de cycle infernal qui nous entraîne vers le bas, en fait. Parce que ça va nous remettre en question, ça va nous amener à douter. Donc, douter en soi, c'est pas une mauvaise chose, et c'est ok. Mais faut avoir conscience que tous ces aspects négatifs vont avoir un impact sur nous. Et il faut avoir conscience de cet impact qu'il peut avoir sur nous. Surtout avec les réseaux sociaux qui peuvent aussi avoir tendance à amplifier le bruit. Et donc créer encore plus soit de FOMO. On l'a vu là, cette fameuse peur de manquer. D'ailleurs, petite insight pour moi, j'avais pas fait le lien, mais pour moi j'avais vraiment associé ça à la peur de manquer. Mais en fait, ce qu'il y a derrière, et c'est pour ça que c'est aussi viscéral, c'est que il y a cette notion aussi de groupe, de regroupement. C'est-à-dire que tous les individus vont dans une direction, et donc du coup, si moi j'y vais pas, potentiellement, ça a été ancré depuis... c'est ça, je suis exclu du groupe. Et ça, à l'époque, les hommes des cavernes, ils faisaient pas long feu, celui qui était en dehors du groupe. Donc, on va, par nature, aller vers le groupe. C'est pour ça que d'ailleurs, dans le marketing, c'est souvent très utilisé, pour les cinémas par exemple, déjà, ou les livres, un best-seller, déjà 1 million de places vendues ou de livres vendus, et donc sous-entendu, tu serais bête de pas l'acheter parce que tu fais partie des petites gens qui l'ont pas encore acheté, quoi. C'est intéressant d'avoir conscience de ça parce qu'en effet, ça peut être des choses qui vont se retourner contre vous. Donc oui, c'est normal d'avoir ces émotions, c'est normal d'avoir peur. D'où l'importance, et je vais y revenir après, dans ce qui pourrait être mis en place comme antidote, comme technique pour faire face à tout ça. Nécessaire, bien sûr, d'avoir un plan. Très important. Ça, on va y venir. D'où cette importance-là. Parce qu'en effet, toute réussite, que ça soit entrepreneuriale, comme je le disais, ou l'investissement, oui, il y a une partie, c'est en partie technique, quand acheter, quand vendre, etc. Mais c'est aussi et surtout psychologique, comme tu l'expliquais, Julien, avec ton livre. C'est-à-dire que oui, on peut avoir une stratégie, je vous la déroule, mais après, à quel point j'ai confiance en mon plan? Parce que là, votre confiance va être mise à rude épreuve, en fait, tout au long du chemin. Et c'est là où après, ça peut être ok de changer de plan. Mais souvent, agir dans l'émotion, c'est pas forcément une bonne chose. Vous avez peut-être, à un moment donné, à tête reposée, avec beaucoup de rationalité, pris des décisions. Et quand il en va, ce mouvement, cette volatilité qui va, comme tu me l'expliquais, François, ce week-end, ou quand on se rapproche des bornes hautes, où tout le monde va dire ah oui ça va exploser, etc. Ou au contraire quand on va se retrouver sur les bornes basses, ça y est, on va redescendre à 10 000 et on va aller encore plus bas. Donc il y a tous les bears ou les boules qui vont exacerber un peu ce qui se passe. Et donc du coup là, si on n'est pas solidement attaché à un plan, en effet on peut vite se faire finalement être le pantin de nos émotions. Et l'idée, c'est finalement d'avoir justement cette capacité à les tenir, ces positions. À les tenir et puis savoir quand prendre des profits et puis quand il faut recharger. Ça, c'est important, et d'où l'importance, donc du coup, je vais y venir, du coup, d'avoir des stratégies pour faire face à ça. Parce que le but, c'est pas... je l'expliquerai dans une citation, petit teasing à la fin. Le but, la peur, elle fait partie du chemin. Donc le but, c'est pas de ne plus chercher à avoir peur, mais c'est de savoir dealer avec. Et donc, moi, en tout cas, ce que j'ai identifié là, comme ça, rapidement, un des éléments simples et efficaces, et vous me direz, les frérots, si vous en voyez d'autres, certainement, mais je pense que déjà d'avoir un plan, c'est hyper important parce qu'en effet, ça va permettre d'avoir des targets.
d'avoir des prix d'entrée, d'avoir des prix de revente, et pas faire ça au moment où vous aurez certainement toutes vos émotions qui vont être en alerte. Ensuite, on va le voir bien évidemment dans un plan. Je tiens aussi à apporter cette notion-là qui m'a bien plu. Là, j'ai vu cette. Je vous donne déjà une citation. C'est une bonus parce que normalement il y en a une à la fin. C'est la citation de Warren Buffett. On fait de l'argent non pas parce que on a raison, mais parce qu'on est préparé à avoir tort. Donc ça veut dire que quand on a pris aussi une décision, on n'a prévu pas qu'un plan A en fait. On a prévu un plan B. C'est-à-dire que, et ça Julien peut-être t'en parlera encore plus, François également, mais dans le trading, moi j'avoue je traite pas autant que vous deux. J'imagine que dans vos réflexions, vous analysez la situation et le but c'est pas de trouver la bonne réponse, c'est de trouver la réponse la plus plausible. Et donc qu'est-ce que je fais s'il se passe ça? Mais admettons que j'ai tort, qu'est-ce que je ferais s'il se passe ça? Et comme j'ai anticipé les deux, en fonction après des signaux qui vont arriver, soit ça va invalider ce que j'avais pensé, soit ça va la valider, mais du coup je suis pas en mode j'ai prévu qu'un plan A et du coup s'il se passe rien, je suis dans la merde. Parce que ça peut créer encore plus de peur. Vous voyez, déjà aussi la peur, elle peut vous dire des choses sur vous, sur votre préparation, sur l'investissement qui est peut-être trop important aussi. Donc du coup, dire tiens, j'ai peur de perdre. Oui, mais on va y venir. C'est ça que je voulais dire d'ailleurs, c'est casser cette peur. La casser, c'est-à-dire que des fois la peur, justement, elle reste dans l'ombre. On l'a pas clarifiée. Oui, mais concrètement, c'est une émotion. Rationalisa. Essayons de la rationaliser. Je vais y arriver. C'est-à-dire, j'aime beaucoup donner cette image. Je crois qu'elle est évoquée dans le livre de Stan Leloup. Où il fait un lien avec les dents de la mer. Et il explique qu'en fait, l'aileron du requin, sur un film de je sais plus combien d'heures, on aperçoit réellement le requin tout entier qu'à partir de, je sais plus, peut-être 40 minutes ou même plus. Et qu'en fait, tout le reste du temps, c'est qu'un foutu aileron qui se balade dans l'eau. En fait, l'imaginaire va être beaucoup plus puissant si vous n'avez pas une vision concrète et globale de la peur. Amusez-vous vraiment à poser sur papier. Tiens, mais c'est quoi qui me fait réellement peur? Au pire du pire, il se passe quoi en fait? Et là, vous allez commencer à dire en fait, ça va. C'est pas si fou en fait. Et si vous vous rendez compte que là, en effet, il y a des choses qui vont pas comme ce que j'étais en train d'évoquer. Là, en fait, je perdrais beaucoup d'argent. Peut-être que là, vous êtes trop exposé. Et là, dire comment je pourrais réajuster pour qu'en fait, ça soit ok pour moi. Voyez-la pas comme un ennemi. C'est peut-être une part de vous qu'il faut juste écouter et elle est en train de vous dire des choses. Je pense aussi ça peut être important de s'entourer. Vous voyez alors après, encore faut-il mettre des guillemets parce que si vous vous entourez sur des groupes dans les réseaux sociaux, etc., où chacun va parler de ses peurs et puis ça va créer une sorte de... S'entourer dans le sens peut-être des personnes qui ont déjà vécu un boule, qui savent déjà ce que ça fait. Parce que plus on le fait, en fait, c'est comme un sport. Plus après on prend du recul, moins on est exposé à ces émotions. Au premier boule, on se fait défoncer, on comprend rien. Voilà. Après, on prend de la bouteille et puis on continue toujours de progresser. On n'a jamais atteint. Mais ça peut être intéressant de voir justement des personnes. Et c'est pour ça que nous aussi on fait ce podcast-là. C'est pour vous documenter un peu ce qu'on a vécu, vous partager des tips pour peut-être vous faire gagner peut-être du temps pour faire des bonnes décisions, des bonnes actions. Donc voilà, si je devais résumer, avoir un plan, et qui dit un plan, avoir peut-être plusieurs plans pour être prêt à invalider la décision que vous aviez ou l'idée que vous aviez, de clarifier qu'est-ce qui vous fait peur, de regarder droit dans les yeux votre peur, et vous verrez que finalement elle vous fera plus si peur que ça. C'est un peu même ce qu'on voit un peu dans Harry Potter avec quand il fait là le truc, comment ça s'appelle déjà, François, pour voir sa peur en personnage, et puis ça la ridiculise, mais bon. Ouais, c'était je sais plus le terme. Un épouvantard, non, c'est pas un épouvantard. Non, c'est pas. L'épouvantard, c'est celui qui te fait peur, je non? crois que c'est ça. Non, ouais, je sais ça. plus. Ouais, mais il prend la forme de ta peur. Il prend la forme de ta peur. Ah voilà, c'est ça. Ok. Donc voilà, et donc du coup c'est un peu cette idée-là, je pense qu'elle a voulu faire passer Jessica Rowling, et le fait de la ridiculiser aussi, de la changer de concept. Le sortilège, c'est Ridiculous, c'est ça. Ridiculous. Tu dis Ridiculous pour t'imagines en fait ta peur qui va être ridicule. Typiquement, je sais pas. Pour Ron, c'était une araignée, il lui met des patins à roulettes sous ses pattes. Voilà, c'est ça. Et c'est ça. Après, là, je sais pas si ça marche dans l'investissement, mais moi, je sais que des fois, j'avais eu des peurs quand je voulais faire mes premiers conférences. Voilà, qu'est-ce qui se passe si je prends la parole et puis que je sais plus, je perds mes mots, etc. L'idée, c'est de pousser le truc. Et au pire, il se passe quoi?
Et là, vous imaginez, votre peur, elle va peut-être vous dire, bah, ils vont commencer à sortir des tomates, à me jeter des tomates, à m'insulter, à dire rembourser. Et en fait, on imagine pire. Alors qu'ils n'ont pas payé pour. Et en fait, ouais, et qu'ils ont pas payé en plus. Et en fait, à un moment donné, ça devient tellement énorme que là, tu dis, mais arrête, en fait. Là, t'es en train de me dire des conneries, c'est pas possible, en fait, parce que c'est trop loin. Et là, ça fait l'effet inverse. C'est-à-dire que, essayez d'amplifier ce que votre peur vous dit, soyez encore plus, et oui, mais au pire, il pourrait se passer ça. Et au bout d'un moment, c'est même votre peur qui va dire, non, mais là, après, tu me dis des conneries, t'essayes de me narguer. C'est pas possible qu'il se passe ça. Et c'est votre petite voix qui va venir contrer, en fait. C'est un bon truc. C'est un bon truc, bon. Mais voilà, ça, c'est important. Regardez la peur en face. Et puis après, savoir s'entourer, encore une fois, des bonnes personnes, hein, parce que ça peut être une force comme ça peut être une faiblesse. Mais ça peut être bien. Parce que rester tout seul dans sa tête, ça peut être inquiétant dans le sens où, ouais, c'est vraiment quelque chose de crescendo, hein. Dans un premier temps, on doute. Ah, ça commence. Moi, j'avais un de mes mentors qui me disait, j'adorais ça, il me disait, le doute, c'est le cancer de l'esprit. Donc, tu commences à douter. Alors, ça veut pas dire qu'il faut jamais douter, hein. Douter, c'est bien. Mais quand c'est douter trop, et se poser 10 milliards de questions, ce qui se passe, c'est qu'après, il y a la peur très vite qui peut arriver. Et la peur, après, elle peut engendrer la paralysie, l'inaction. Et c'est ça qui peut être dangereux. En fait, la peur, encore une fois, c'est qu'un signal. Et paradoxalement, ce qu'on pourrait croire, ça peut être, ça c'était David Laroche qui le disait, ça peut être un signal pour vous dire que c'est important pour vous. C'est pas forcément quelque chose qui est dangereux. Ça peut, hein, bien sûr. Quand c'est des peurs primaires, attention, tu vas te brûler, attention, j'aurais pu risquer ma vie, etc. Mais des fois, je vous donne cet exemple typique, mais c'est un exemple comme un autre. Vous avez une personne que, je sais pas, admettons, vous êtes une femme, vous voyez un homme, ou vous êtes un homme, vous voyez une femme, ou inversement. Bref, vous voyez ça, puis tout d'un coup, vous avez un enjeu, en fait. Vous avez peut-être peur d'aller l'aborder, etc. Si c'était une personne pour qui vous aviez pas d'intérêt, ou il n'y a pas d'enjeu, en fait, peut-être vous allez beaucoup plus facilement l'aborder. S'il y a une peur, c'est que des fois, souvent, il y a un enjeu. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir conscience de ça. Après, moi, ce que je peux me dire, et qui m'aide beaucoup aussi, c'est cette idée que des opportunités, en fait, il y en a partout. Il y en aura toujours, il y en aura encore et encore, il y en aura demain. Donc, faut sortir aussi de cette peur de manquer. Ok, t'as raté ce train, c'est ok. Des fois, on nous met la pression pour dire attention, le train c'est maintenant, tout de suite. Et puis si tu le rates, t'auras encore de l'attente derrière, etc. Ouais, mais en fait, des fois, si on se sent pas préparé, ça peut être pertinent, je pense, de laisser passer le train et de pas rentrer dans un train juste pour rentrer dans le train, en fait. Et investir un montant qu'on n'est pas prêt d'investir, etc. Par contre, si au bout de 10 ans, vous êtes toujours en train de vous dire est-ce que tu penses que c'est le bon moment que je rentre ? Là, posez-vous la question. Peut-être qu'il y a... Et encore une fois, il n'y a pas de tout ou rien. Essayez toujours de moduler. Parce que la peur, c'est peut-être ça aussi. C'est noir ou blanc. Ouais, si tu veux rentrer et que tu n'oses pas rentrer, par quoi tu serais prêt à commencer ? Et si tu veux sortir, peut-être c'est pas tout sortir, mais sortir une partie. Et avec quoi tu seras à l'aise de commencer à retirer. Et vous allez voir que souvent, la réponse, elle va pas être aussi franche qu'on l'imagine. Il y a souvent, si on arrive à mettre de la nuance, tout d'un coup, vous allez voir que vous êtes beaucoup plus à l'aise. Donc voilà ce que je voulais évoquer là-dessus. Et peut-être pour finir, je pense que c'est important, et notamment là sur les unités, c'est important aussi d'en avoir conscience, parce que pour ça c'est important d'être préparé. Et ça, là-dessus, j'ai un de mes mentors qui m'a partagé un truc tout bête, mais si je vous dis combien de Vlove, parce que là on est à Lyon, pour toi Julien au Canada, il y a l'équivalent du Vlove ou pas ? C'est Bixi, nous. Bixi ? Ok. Julien, Bixi et François Vlove, combien vous en avez vu aujourd'hui ? Potentiellement, si je vous pose cette question-là, dans les dernières 24 heures, je ne serais pas capable de me donner un chiffre très précis. Parce que vous le saviez pas et que c'était en dehors de votre conscience. Si maintenant je vous dis, ok, dans les prochaines 24 heures, on se retrouve et essayez de compter le nombre de Vlove ou de Bixi, et vous serez capable de me dire un nombre beaucoup plus précis parce que vous aurez conscience, vous aurez été attentif. Vous aurez porté attention à tout ça. Et donc forcément, quand on a appris à repérer les opportunités, les bonnes opportunités, vous êtes beaucoup plus à même de les repérer et de les voir en fait, et de les saisir ou pas. Donc ça c'est important. Et voyez que même préparé, pareil, si on est trop dans les émotions, on peut peut-être ne pas être capable de prendre les bonnes décisions. Alors pourtant on le sait, on les a vus. Donc c'est important comme quoi d'avoir un plan et d'être alerte, d'être préparé en fait sur tout ça. Parce que ça, on peut le faire aussi le parallèle avec l'objectif, hein. Un objectif qui est pas clairement défini. Si vous n'avez pas défini un prix de sortie ou le multiple que vous voulez faire avec votre investissement,
on peut pas atteindre quelque chose qui est pas clair. Si vous n'avez pas une cible très précise, comment vous pouvez lancer la flèche au centre de la cible? C'est pas possible. Donc, mettre de la clarté, vous voyez, bien souvent, moi je mets cette image-là aussi, hein. D'ailleurs, est-ce qu'on peut pas faire encore un lien avec Harry Potter, mais ou dans plein d'autres trucs, hein, mais la lumière souvent est aussi cette arme face à la peur. Parce que la peur souvent c'est l'obscurité, c'est noir, on n'y voit rien, donc on peut tout imaginer. C'est sujet à plein de choses et des choses aussi très irrationnelles et complètement en dehors du rationnel justement. Alors que dès que vous mettez de la lumière, bah là vous voyez réellement les choses. Et donc quand vous mettez de la clarté sur les choses, du coup, c'est difficile de partir dans plein de directions. C'est factuel. Ok, j'ai atteint, j'ai pas atteint, j'ai atteint de temps. Ok, qu'est-ce qui me reste pour faire ça? Ok, si c'est pas cette opportunité, est-ce que ça ne peut pas en être une autre? Et vous vous adaptez en fait. Et même s'il faut ajuster votre plan, vous l'ajustez. Mais toujours en gardant la tête froide et en gardant ce recul. Voilà, je sais pas si vous avez des questions. Je pense que j'ai dit ce que je voulais dire à peu près globalement sur le sujet. C'était génial. Non, c'est bien. T'as bien fait le tour du sujet. J'avais envie de réagir à 2-3 trucs que t'as dit, mais t'es passé après. On aurait peut-être plus le faire en échange. Donc ça, c'est note pour la prochaine fois. La prochaine fois, plutôt que de faire un monologue. Parce que, mais coup, ça peut être intéressant aussi sous chronique. Ouais, t'as fait un peu comme une chronique qui peut être intéressante. Moi, j'aime bien. Moi, je le voyais un peu plus comme des questions, mais regarde, on expérimente et c'est très bien. Vous nous direz d'ailleurs si en commentaire vous auriez préféré qu'on arrête certains points, qu'on les discute un peu avant de dérouler. Mais non, mais clairement, la peur, bon, t'as parlé par rapport au trading, c'est... En fait, bon, avant la peur, il y a le risque. Oui. Les deux sont quand même liés. Ouais, c'est lié. En fait, il faut bien comprendre que le risque, c'est le risque et le gain, c'est les deux faces d'une même pièce. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui focus seulement sur « je veux faire de l'argent sur les marchés », là, si on reste sur l'exemple des marchés, hein, mais bien sûr, on peut parler sur plein d'aspects. Ça pourrait être ça, l'entrepreneuriat, dans la vie en général. Mais bon, sur les marchés, si on veut faire de l'argent, on ne peut pas seulement se dire qu'on va faire de l'argent et en fait, derrière, on n'est pas prêt à assumer le risque, en fait. Et d'où l'importance d'avoir des objectifs, parce qu'en fait, selon les objectifs que tu as, tu ne prendras pas le même risque. Oui. En fait, tu vois, par exemple, dans mon livre, j'en parle, c'est toute la notion de taille d'opposition. En fait, quand on parle de gestion de l'argent ou de money management, le terme est souvent utilisé en anglais, ça veut dire quoi, money management? En fait, la plupart des gens vont dire, je sais pas, tu risques 1%, 2% sur ton capital. Mais en fait, c'est pas suffisant comme information. Tu dois mettre ça par rapport à, mais c'est quoi ton objectif? Est-ce que c'est de faire 10% par an? Est-ce que c'est de faire x3 sur ton capital? Après, tu as des objectifs qui sont irréalistes, ça c'est une autre question. Mais ta taille de position devrait être cohérente par rapport à l'objectif que tu veux atteindre et par rapport au risque que tu es prêt à prendre. C'est quoi ton plus gros drawdown? Donc, c'est-à-dire quand ta stratégie va avoir des pertes, donc ça va arriver, c'est normal, c'est statistique, comment tu vas le vivre en fait? Et est-ce que tu es vraiment prêt à assumer le risque? Sinon, ça veut dire que ton objectif, il n'est pas aligné. Ouais. Il n'est pas cohérent avec ta démarche. Avec ta psychologie aussi peut-être. Voilà. Et là, je pense que les plus grands traders, en tout cas pour ceux que j'ai étudiés, ça revient tout le temps. Cet aspect-là, c'est de dire... Ils sont capables de danser avec le risque. Ils sont capables de complètement l'apprivoiser en se disant que de toute façon, il fait partie de l'équation. Et tu ne peux pas complètement l'éliminer. Ou si tu le fais... en fait, tu ne vas plus avoir d'opportunité, en fait. Il n'y a plus rien, Parce qu'il y a de l'opportunité là où il y a du risque. Le jeu, à la limite, devient inutile. Voilà, exactement. Ouais. Donc ça, c'est... Vas-y. Je précise ton point, Julien, parce qu'en fait, je vais être sûr que les auditeurs comprennent bien. La difficulté, c'est pas le risque dans un trade, mais c'est le risque sur une série de trades perdants. Exact. Et c'est ça que la personne, des fois, oublie. C'est-à-dire que si, je sais pas, ma stratégie, elle fait que j'ai 10 trades perdants. À la suite. Bon, déjà, psychologiquement, ça va être compliqué. À la suite. Et en fait, ça veut dire que si j'ai 1% de risque, je vais perdre 10% en drawdown. Là, tu as parlé du drawdown, mais je voulais bien reclarifier cette chose-là pour que vraiment que tout le monde comprenne. Absolument. Et tu vois, d'ailleurs, c'est une question pour les gens qui tradent. Moi, je suis convaincu qu'il y en a beaucoup, si je leur demandais, c'est quoi ton espérance de gain? C'est quoi mettons, le drawdown que ta stratégie
a expérimenté dans les 3-4 dernières années, par exemple, des choses comme ça, des choses très précises. Je pense que la plupart des gens ne savent pas répondre. Non, ils savent Et pas. en fait, je pense que c'est là qu'on touche à la peur, c'est-à-dire que il y a ce que tu disais, c'est que la peur, c'est un peu l'ombre. Donc en fait, on n'a pas vraiment mis la lumière sur ce qui pourrait arriver, mais en même temps, des fois, la peur nous entraîne justement à laisser les choses dans l'ombre. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a peur de peut-être finalement la stratégie qu'on trade, elle marche pas quoi. Tu vois. Donc peut-être que la peur, c'est que je vais jamais être capable de fructifier mon épargne sur les marchés. Je suis voué toute ma vie à travailler comme un salarié et avoir ma retraite à 75 ans. Peut-être que ça, c'est une peur qui est encore plus profonde, qui fait que derrière, on espère, tu vois, l'espoir d'avoir une stratégie qui nous permettra de faire de l'argent. Ça peut, ça peut venir nous l'avoir apaiser, vécu, en fait. Ouais. Pour l'avoir vécu, c'est quelque chose qui est un peu de la même sensation que acheter un ticket de loto. Exactement. Tu sais très bien que ton ticket de loto, il est perdant, mais tu as envie d'y croire. Et je pense que beaucoup de personnes qui tradent, si on parle vraiment de trading pour le coup, beaucoup de personnes tradent comme s'ils avaient acheté un ticket de loto quand ils prennent une position. Exactement. Mais c'est très juste ce que vous dites. Je pense qu'il y a vraiment un effet de poupée russe et que derrière une peur, en fait, il y a une peur plus subtile. D'ailleurs, c'est ça quand je dis au fond. C'est-à-dire, c'est quoi le pire? Et c'est quoi le pire? Et en fait, si on continue comme ça à creuser, et on va avoir la peur de la peur de la peur, et c'est hyper enseignant sur soi-même, sur finalement ça oblige à se regarder en face, hein. Ça demande du courage pour le coup. Ça, c'est une technique en fait de productivité, enfin de production en école d'ingé, on l'avait appris. Ça, c'est les 5 pourquoi. Ah. Quand tu veux comprendre la cause, la racine d'un problème. 5 fois. Oui, ça c'est sûr que 5 fois le pourquoi en fait du truc, et en fait à la fin tu vas arriver sur la racine potentiellement du problème. Ouais, non, c'est un bon truc. Ah, c'est d'accord. Et le truc que tu disais que la peur est une information, moi c'est quelque chose que j'enseignais quand je faisais des workshops de street photo. Et beaucoup de photographes donc, qui commencent à s'expérimenter sur cette pratique-là, c'est très confrontant parce que tu dois faire des photos d'inconnus dans la rue et tu peux avoir peur de la réaction des gens par rapport à cet acte-là de les photographier. Donc moi, c'est un truc que je faisais justement d'imaginer c'est quoi le pire scénario qui va arriver, tu vois, est-ce que la personne va casser ta caméra, va te frapper, va te violenter, tu vois. Et on arrivait à un point où justement, tu réalisais que si on en arrive là, c'est pas toi qui as commis un délit, là, tu comprends, c'est la personne qui est en train de frapper qui t'agresse, en fait. On vient d'inverser les rôles. Donc en fait, tu mettais un espèce de stop-loss psychologique où tu disais, ok, ça c'est le pire scénario, puis en vrai, si on se rend là, c'est plus moi qui suis en tort en tant que tel. Pour moi, c'est pas un tort de faire cette pratique-là, mais c'est de bien comprendre les tenants et les aboutissants. Et souvent, je disais, en vérité, quand on a peur, c'est que, comme tu disais, il y a un enjeu, et souvent, c'est que c'est une bonne photo. Donc moi, j'aime bien imaginer vraiment un espèce de tableau de bord devant moi, et j'imagine juste qu'il y a un voyant qui vient de s'allumer. La peur, c'est juste un voyant qui vient de s'allumer, qui me dit, attention, là, il faut que je sois alerte. Il faut que je sois alerte, il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer. Et le problème, c'est que la peur, souvent, va entraîner une contraction musculaire et une paralysie mentale, en fait, où on va moins bien réfléchir, on va moins bien respirer, on va moins bien... tu vois, on va être ou de l'ordre du réflexe, parce que ça, c'est pas cognitif, tu vois, c'est genre vraiment une réaction à ce qui se passe, mais on ne sera pas dans la réflexion, dans l'adaptation, etc. Donc, je pense qu'en fait, l'idée, c'est aussi... donc déjà de s'imaginer sa peur, ça veut dire qu'on s'y prépare, et au moment où elle arrive, on est beaucoup plus justement enclin à avoir même un plan très précis de ce qu'il faut faire. Là, moi, je sais qu'en investissement, c'est ce que je fais, de me dire si tel scénario arrive, voilà le chemin que je dois prendre. Tu comprends ? Et de la même façon, si ça marche et que ça réussit, voilà le chemin que je dois prendre. Donc tu ne laisses rien au hasard, et je pense que la préparation, la stratégie, l'identification des différentes possibilités, c'est vraiment la solution pour être capable de bien identifier le risque pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente, l'accepter complètement et 100%, parce qu'il est cohérent avec notre démarche, avec les objectifs qu'on veut atteindre. Et voilà. Et après, je suis. Donc, en tout cas, c'est ce que tu as dit, mais c'est moi la recette que j'utilise pour essayer de garder le risque à la place qu'il devrait avoir. Et la peur, effectivement, juste comme information, mais pas comme comment dire, valeur finale de la chose, où voilà, j'ai peur, ok, donc j'arrête tout, tu vois. Ouais, ça doit pas prendre décision. Ça doit pas prendre décision dans c'est ça.
dans ta stratégie. Ouais. C'est logique. Oui, Et toi, François, est-ce que la peur, tu l'as vécu au niveau peut-être entrepreneurial quand tu as quitté ton... Parce que là, on parle d'investissement, mais juste pour au moins avoir un exemple appliqué à autre chose. Ouais. Quand, par exemple, c'est tu as quitté ton emploi, c'est ce dont j'allais parler. Alors, c'est pas pour te lancer. C'est pas quand j'ai quitté mon emploi, mais plus là, je me rends compte, voilà, sur l'IMO. C'est des chiffres quand même importants. Alors, c'est vrai qu'il faut réussir à relativiser. Tu dis, bah, j'ai mis 30 000 balles sur la table. C'est que 30 000 balles. En vrai, la banque, si je revends l'appart, je vais pas perdre 340 000 balles. Le projet est de 340 000 euros. Donc, c'est vrai que quand tu es sur des chiffres comme ça, tu te poses des questions. Tu te dis, est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que je fais pas de la merde là ? Est-ce que je fais pas de la merde ? Et c'est pour ça que tu essaies de rationaliser. Tu te dis, j'ai mis 30 000 balles sur table, c'est pas rien. Mais c'est pas non plus le projet des 340 000. Donc déjà, il faut ramener sur l'argent que tu as mis, sur les travaux que tu as fait. Est-ce que t'as été quand même bon dans les travaux ou est-ce que tu as fait de la merde, tu vois ? Parce que nous, là, à la base, c'est plutôt 240. Et après, si tu rajoutes les frais de notaire plus les travaux, on est à 340. Avec tout ce qui est équipement aussi de l'habitation. Il y a ce côté-là où, j'avoue, à plusieurs reprises, tu te poses la question. Tu te poses la question quand tu as un locataire qui part. Tu vois, la semaine d'avant, tu vas avoir quelqu'un qui va t'appeler pour pouvoir louer la chambre. Et puis la semaine d'après, tu te dis, merde, il m'a pas rappelé. Ça veut dire que finalement, ça se passe pas bien. Est-ce que je vais quand même bien trouver un locataire ? Tu te rends compte que y a quand même des choses à faire, des trucs qui peuvent arriver, genre la pluie qui s'infiltre par mon mur. Et donc, du coup, faut agir, faut faire des choses. Faut appeler le syndic te répond pas. Enfin bref, tu vois, il y a plein de stress externes qui sont pas prévus dans le plan à la base. T'as beau même l'avoir dit, potentiellement il va avoir ça, quand ça te tombe dessus, il faut vraiment avoir des actions claires que tu vas mettre en place. Et donc, je reviens vraiment sur ça. Moi, je pense que c'est une bonne décision d'avoir établi un plan, mais même pendant le chemin, c'est des fois se reposer et se dire, ok, là c'est mon cerveau reptilien qui parle, c'est le danger. Il faut que je repasse sur mon préfrontal. Il faut que je repasse sur mon préfrontal pour me dire, ok, là, je vais reprendre une stratégie par rapport à ce qui vient de m'arriver. Je vais pas réagir sur le fait, je vais prendre le temps. Et une aussi des choses à faire, c'est pas juste forcément... c'est bien d'avoir des stratégies, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est pour combattre une peur, ce qui me semble bien, c'est de montrer des chiffres, montrer des faits, montrer quelque chose qui est factuel. Ouais. Parce que c'est là où tu vas mettre de la lumière. C'est ce que tu disais un peu à la fin, Christian, et je pense que moi, c'est là où je suis en train de travailler dessus, et je l'ai fait là sur le bien, j'ai repris le temps. On a eu la période des impôts et on y reviendra juste après. Ouais. Ça m'a permis de refaire le point sur les charges de la copro, sur pas mal de choses, la taxe foncière, les machins, pour mon bilan et les MNP. Et quand j'ai refait les chiffres là ce matin, je me suis posé 2 minutes, j'ai dit, bon, là tu commences à flipper parce que t'as deux chambres qui sont vides, et ça fait 2 semaines et qu'il faut que tu les remplisses. Regarde les chiffres, pose. Et du coup j'ai posé, j'ai repris ma calculatrice. Et j'ai refait les chiffres. Alors oui, c'est pas le bien le plus rentable du monde. Je suis pas à 15% de renta comme certaines personnes vont te vendre en immobilier. Et ok, je l'entends. Après, souvent, c'est de la courte durée. T'as aussi plus de travail à faire quand tu fais du 15% en immo. Mais bon. Là, quand je repose les chiffres, je suis à 7%, 7,3% net sur mon bien. Je génère 5 200 € de cash flow par an, ce qui représente à peu près 433 € par mois, qu'on divise par 2 puisque je suis associé sur ce bien. Ok, là il y a des chiffres, c'est clair. Et tu vois, je peux me les répéter maintenant, je peux me les dire, je peux réussir à finalement éradiquer les moments de doute qui arrivent en moi. Et puis après, je peux même aller plus loin et rejouer sur ce que vous avez dit juste avant, mais c'est quoi le pire ? Le pire, ce serait quoi ? 1 mois de vacances locatives. Pendant 1 mois, j'ai aucun locataire dans mon appart. Ok, soustrais ça. Enlève-le de tes gains. Donc, techniquement, je fais 25 000 € par an. Là, je passe à, je dis, 22 500. Sur 22 500, mon taux de rentabilité, il est toujours aux alentours de
6% net, 6,4 ou 6,5. Donc en fait, quand tu réfléchis comme ça, tu dis, là j'ai les chiffres, je suis rentable, je suis bien. Pourquoi tu stresses ? Ouais, et c'est ce que j'allais dire, c'est que dans ta préparation, d'où l'importance de se préparer, tu peux avoir des marges de sécurité. Tu vois, Warren Buffett, par exemple, que tu as cité tout à l'heure, Christian, Warren Buffett, et d'ailleurs ça lui venait de Benjamin Graham, qui était son mentor, il prenait toujours une grosse marge de sécurité par rapport à ses investissements, parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. Donc si tu penses que tu es sur une bonne opportunité, challenge-la un peu pour voir, ouais, mais mettons que ça, et mettons qu'il n'y a rien qui va, est-ce que ça reste quand même une opportunité un peu intéressante ? Et ça permet du coup, et ça fait le lien, évaluer un risque tout seul, c'est pas intéressant. Il faut que tu l'évalues par rapport à son opportunité. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs, quand tu fais un business plan, c'est le risque-opportunité en fait. Et est-ce que le risque, il est asymétrique par rapport à ton opportunité ? Parce que c'est comme, par exemple, si tu dis « je vais jouer à la roulette russe », tu vois, c'est un risque qui est un peu cave, parce que ton opportunité, tu vois, il y a pas tu faire le malin. Donc, mais si l'opportunité, là j'ai pris un exemple bien sûr un peu abusé, mais exprès, si tu prends tu te dis, ok, mais l'opportunité, c'est quoi tout ce que tu as mis en place, François ? Tu dis, bon, l'opportunité, c'est la liberté financière. Ok, déjà là, je suis sur une opportunité d'envergure qui me donne envie de prendre un risque, parce que c'est important pour moi. Et après, tu dis, bon, mettons que effectivement mon bien immobilier, allez, je prends un cas extrême, la moitié du temps, je le loue pas. Faut vraiment le faire. Ou mettons que j'arrive jamais à le louer. Si je le revends, mais juste sur la valorisation du bien et des travaux que j'ai fait dedans, est-ce que au moins, à minima, je récupère ma mise ? Et en fait, en créant ce décalage-là comme ça, tu t'assures que le pire scénario, je suis bien. Scénario médian, ça me convient. Et top scénario, parce qu'il y a des coups de chance aussi dans la vie, et là, je me mets très très bien. Mais tu vois, la difficulté, c'est que, et ça je pense que les auditeurs, ils vont le percevoir, c'est qu'il y a des fois, tu as ce scénario-là, tu vois, ces scénarios-là, je les ai faits au tout début, quand j'ai pris le bien, mais après tu les oublies. Tu les oublies, tu vois. Tu les oublies, et il faut y revenir. Et c'est ce que tu disais, Christian, à un moment donné, je t'avais dit ça hier, c'est que dans le marché, on a des tendances, mais on a aussi beaucoup des règles. Et sur les bornes de range, 70% du temps, on est en range sur un marché. Sur les bornes de range, tu vas avoir tendance à vouloir aller dans le sens où on va casser finalement la borne. Donc si on est en haut, on va vouloir break en haut. Si on est en bas, on va vouloir break en bas. Et toutes les news, tout le news flow qui va être autour de toi va être de te pousser à aller dans cette direction-là. Et c'est un peu la même chose, là, pour le coup. Quand tu vois des locataires qui ne répondent pas ou qui s'en vont, et en fait, tu as un news flow où là, tu es par exemple en bas du range et où tu dis c'est la merde. Et tu penses que tu vas breaker le range. Et même si tu avais fait avant tous les calculs et tu t'étais fait ton scénario bien, pas bien et tout ça, tu vas douter. Et c'est pour ça que moi, je trouve que là, l'astuce, il est intéressant, c'est de reprendre les chiffres aussi actuels. C'est-à-dire, là, maintenant, je peux dire, ça fait 1 an qu'il est loué. Donc, en fait, je peux regarder avec les chiffres de maintenant, qu'est-ce que j'ai encaissé. C'est plus du fictif. C'est plus j'ai fait du paper immobilier, quoi. C'est pas un compte fictif. Là, c'est vraiment, j'ai les chiffres, j'ai mon compte en banque, j'ai donné les infos au comptable, c'est ce qui va rentrer dans ma liasse fiscale. Là, c'est clair. Je peux encore plus appuyer sur mes scénarios et imaginer, pareil, refaire finalement ce travail-là. En fait, ce que je veux dire, c'est que ce travail de scénario, il va peut-être devoir être refait dans le temps et que ça va peut-être pas forcément être évident. C'est pas parce qu'on l'a fait une fois que c'est bon, on va être à l'abri de nos peurs. Les doutes, ils reviennent. Et ça, je le vis par exemple encore avec Atome actuellement. C'est très difficile de se sentir à l'aise quand on voit le graphique d'Atome. Et pourtant, j'ai investi quand même beaucoup d'argent dedans. Donc, il y a un moment donné, c'est compliqué. L'incertitude et l'impatience, c'est les 2 biais les plus compliqués à maîtriser en investissement. La meilleure façon pour les maîtriser, selon moi, c'est d'avoir une vision long terme de son investissement. Dès qu'on va
Investir sur du très court terme, ce sont les biais les plus catastrophiques pour l'investisseur. Dès qu'on va monter en vision, dès qu'on va avoir une clarté sur ce qu'on veut, plus on pourra en fait être droit dans ses bottes et dire, comme tu disais Julien, là, c'est l'opportunité pour gagner ma liberté financière. Là, c'est pour générer du patrimoine que je vais pouvoir léguer à mes enfants. Là, c'est pour, etc. Et ben, quand on a cette vision-là, c'est beaucoup plus difficile que le biais d'incertitude et d'impatience, même s'il va nous toucher, nous fera dévier de la trajectoire qu'on s'est donnée. Carrément. Et dernière chose que je voulais dire sur le sujet, après il va falloir qu'on déroule si on veut tenir dans les temps. Oui. Par rapport à la peur, il y a nos peurs à nous, mais il y a aussi la peur des autres. Et je pense que ça, faut pas l'oublier, parce que les gens ont tout le temps, en fait, quand les gens nous donnent des conseils, souvent ils nous projettent leur propre peur. Bien sûr. Et c'est important d'évaluer dans quelle situation de vie sont les gens qui vous donnent des conseils. Est-ce qu'ils incarnent la vie que vous voulez, que vous visez pour vous-même? Et si c'est pas le cas, du coup, est-ce que ces conseils-là sont pertinents? Adaptés. Là, je m'éloigne un petit peu, mais je pense que c'est lié quand même, parce que souvent, moi, je le vois là en ayant pris acte que je vais aller quitter mon emploi pour me lancer à temps plein sur cette activité de création de contenu, de finance, d'investissement et tout. J'ai pas mal de gens qui me disent « Mais pourquoi tu gardes pas un job à mi-temps, un machin ?» Et en fait, je réalise que c'est leur propre peur à eux. Mais bien sûr. C'est pas la mienne. Et en fait, on a la peur. Déjà, on a les nôtres qu'il faut qu'on deal avec. Mais en plus, il faut qu'on compose avec des fois celles des autres qui nous sont projetées dessus. Donc, bien important aussi de marquer, on va dire, une espèce de distance avec ça. J'ai même envie d'aller plus loin, Julien, ajouter un point. C'est peut-être pour ça qu'on a créé Trilem, qu'on veut faire Trilem. C'est cette idée-là. C'est ce but de pouvoir, si la personne qui nous écoute là, elle se dit, en fait, vaut mieux que j'écoute des personnes qui sont en train d'essayer de faire exactement la même chose que je suis en train de faire, c'est-à-dire gagner ma liberté financière, ou est-ce qu'il faut que j'écoute, je sais pas, mes collègues qui sont dans le salariat, mes collègues qui sont dans le salariat, stratégie pour en sortir. Ça n'a pas de sens. Et je pense que c'est le vrai but de Trilem, c'est ça, et c'est pour ça qu'on a créé un Discord et que vous êtes tous les bienvenus, parce que vous allez pouvoir, en fait, avoir le lien est en description. Ouais, voilà, le lien est en description et venez, on répondra à vos doutes, à vos questions. Super. Alors, on va faire la transition vers l'étape suivante, qui est le coup de gueule. Et François, je pense que tu voulais nous en parler. Alors, c'est coup de gueule ou coup de cœur, hein. On fera pas toujours des coups de gueule. Je crois que Christian, il avait une citation. Non, c'est après. C'est après, c'est à la fin de la station. C'est pour finir sur une pointe très bien. D'accord. Okay. Alors, coup de gueule aujourd'hui. Coup de gueule. Bon, moi, je vais être très très rapide parce que j'ai déjà un peu parlé. Juste coup de gueule contre les impôts parce que c'est tellement compliqué. J'ai passé, je sais pas, au moins une semaine à faire ma compta sur le LMNP. Encore ça, j'ai envie de dire, c'est pas trop compliqué, ça se fait, mais c'est relou. T'as des tickets de caisse que tu gardes pas, il faut aller chercher de partout. Moi, j'avais bien aimé cette idée. J'avais appris que aux États-Unis, t'as la loi des, en gros, dès que c'est 20% de tes dépenses les plus petites, en gros, t'as pas besoin de ticket de caisse, des trucs comme ça. Bon, ça pourrait être cool d'avoir ça en France, mais bon, c'est même pas ce point-là. Le point, c'est que là, j'ai commencé à faire des sessions de titres et là, j'étais vraiment sur le dur, quoi, sur le site des impôts, et je devais essayer de comprendre un jargon juridique incompréhensible. Je ne comprenais pas. Tout est fait pour complexifier la chose. Mais c'est pas le choix de faire affaire à des professionnels qui eux-mêmes n'arrivent pas à se garder à jour parce que c'est toujours compliqué. Et non, franchement, je partage ton coup de gueule là, François. Les impôts, c'est un scandale. Mais c'était n'importe quoi. Pas le fait de payer des impôts, je précise. Non, mais pas payer des impôts. Les impôts, moi, ça me va. Donc tout est rendu complexe et au final, tu es obligé de passer à côté de choses auxquelles tu aurais le droit. Parce que souvent, c'est ça, on déclare pas nos impôts aussi bien qu'on pourrait. Mais exactement. C'est pas normal. Mais je te dis, c'était 50 cases. Il y avait une case qu'il fallait que je remplisse, que sur mon Boursorama, puisque j'avais des titres non cotés, et que j'ai reçu des dividendes, et ils me mettent automatiquement un chiffre dans cette case-là. Et en fait, heureusement qu'il y a le papier de Boursorama qui t'explique, mais j'ai dû le lire 15 fois et le faire lire quand même à Alice, qui est quand même juriste, qui a un Master 2 quand même en droit.
Et elle m'a dit, je pense que c'est ça qu'ils disent, mais c'était pas évident. En gros, fallait bien comprendre que si ça représente pas plus de 10% du total de tes titres non cotés, et bah t'as pas besoin de mettre en fait ce chiffre qui est techniquement rentré dans la case. Donc tu te dis, est-ce qu'il faut que je l'efface? Je l'efface pas, je le mets pas. Bon, ok, il y a le droit à l'erreur. Ok, tu peux le notifier. Très bien. Ok, à la fin aussi, ils ont été cool. Ils m'ont permis de me dire, on voit que finalement, vous payez pas beaucoup d'impôts. Vous devriez peut-être potentiellement ne pas prendre la flat tax, mais vous mettre au revenu imposable sur vos bénéfices. Trop cool. Là, j'avoue que j'étais étonné que les impôts me disent ça. Mais c'est quand même le parcours du combattant. Moi, je trouve que c'est parcours du combattant. Et tu sais, pour refaire le lien avec notre sujet, je crois que pourquoi ça nous fait autant chier, c'est qu'en termes de rapport opportunité-risque, c'est pourri, parce qu'on n'a rien à y gagner, on a juste tout à perdre. Si tu le fais mal, tu te fais déboîter. Si tu le fais pas, tu te fais déboîter. Et si tu le fais bien, tu te fais déboîter quand même, parce que les impôts sont presque punitifs. De toute manière, en France et au Canada, je fais partie des gars qui repoussent et qui procrastinent ça. Et là, cette année, je crois que je l'ai dû le remplir le dernier jour à 19h, quoi. J'ai signé ma déclaration. Voilà. Non, c'est terrible. Cela dit, on vous encourage quand même à payer vos impôts. C'est important de contribuer à la société. Et heureusement, on s'en rappelle que ça sert à ça à la base. Mais on l'oublie vite. Payer des impôts, ça me dérange pas. Après, il faut rappeler que l'imposition sur le revenu, c'est pas ce qui paye le plus. C'est la TVA, c'est les autres choses. L'imposition sur le revenu, ça représente rien du tout dans les recettes de l'État. C'est pas ça qui apporte le plus. Et moi, je suis tout à fait chaud de payer des impôts sur le revenu, mais juste simplifier les choses, quoi. Non, je suis d'accord. Parfait, c'était un bon coup de gueule. Conseil lifestyle, est-ce qu'on a des choses à proposer, un livre, une série? Moi, j'ai un podcast. J'ai un podcast sympa. Carrément. Parce que j'essaie de me documenter de plus en plus sur la transition écologique, être vraiment au point de ces différents aspects. Et il y a un podcast du Monde qui est intéressant, qui s'appelle Chaleur humaine, qui reprend ces différents points, différentes thématiques sur la partie de la transition écologique. Et très, très bon podcast, je vous le recommande. Ah, super. Bonne recommandation, François, j'irai checker ça. Alors, on va finir avec la citation du jour. Et Christian, je crois que tu nous as concocté une petite citation pour finir cet épisode avec une note philosophique. Ouais. En lien avec le sujet du jour. Ouais, par rapport au sujet, ouais. Alors, elle n'est pas de moi, elle est de Nelson Mandela, qui dit « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. » Ça revient sur ce qu'on disait. Être OK avec ça, parce que souvent, on se dit « Oui, j'ai du courage, et puis c'est bon, du coup, j'ai plus peur. » Non. Détrompez-vous, la peur, elle est là, elle fera partie du voyage, quoi qu'il en soit. Très bien. Tout à fait. Je suis content que tu finisses là-dessus. Parfait, voilà, ça fait donc notre premier épisode avec cette structure-là. J'espère que le contenu vous a plu, et si c'est le cas, encore une fois, et ça sera le dernier appel à l'action, je vous invite à nous laisser un commentaire, et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, les gars, prenez soin de vous. À toi aussi. À bientôt. Salut, à bientôt. À bientôt. Bisous.